Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus donc dans Instant Vérité et vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. Des enseignants-chercheurs et la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'enlisent dans la crise qui les oppose au cœur des dissensions. Les heures complémentaires. Certains professeurs auraient 1000, d'autres 2000 heures complémentaires. Des enseignants-chercheurs de la SENEC, la coordination nationale des enseignants-chercheurs, dénoncent la mauvaise gestion du professeur Aboukara Moko, le président de l'université de Cocody. Résultat des courses, 4 personnes révoquées de leurs fonctions, 2 suspendues pour 6 mois et 5 autres pour 1 an. La gestion de l'université de Cocody est-elle si chaotique que le professeur Aboukara Moko doit-il partir de la présidence de l'université de Cocody comme le demandent certains enseignants-chercheurs? Nous en parlons avec ce dernier justement dans Instant Vérité. Mesdames et messieurs, le professeur Aboukara Moko, le président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, est avec nous ce lundi matin. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Alors, professeur, vous êtes le président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody depuis le 20 juillet 2016. Selon vous, qu'est-ce qui est réellement à la base de la crise qui vous oppose à certains enseignants-chercheurs, notamment ceux de la SENEC? Merci, madame. Je voulais d'abord vous remercier de m'inviter à cette émission aussi importante pour dire la vérité dont les Ivoiriens ont besoin. Alors, vous savez, le problème de l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est même le problème de l'université en Côte d'Ivoire, mais particulièrement l'université Félix Houphouët-Boigny a été toujours confrontée à ces questions d'heures complémentaires. Vous savez, on est passé en 1990 de 50 millions de francs CFA en heures complémentaires à aujourd'hui, avant que je n'arrive, on en était à 7 milliards. Et quand moi je suis arrivé, je voudrais d'abord remercier et saluer le travail gigantesque qui a été fait par mes prédécesseurs, puisque et tous ils ont été confrontés à cette difficulté des heures complémentaires. C'est devenu comme un serpent de mer. Et de sorte qu'aujourd'hui, j'ai entrepris à la suite de mes prédécesseurs, je marche dans les voies. Mais il faut aussi, lorsque vous suivez quelqu'un, il faut améliorer. D'accord. Alors, il faut améliorer. Les heures complémentaires constituent le nœud de la crise avec des enseignants-chercheurs. C'est ce que vous venez de dire. Alors, on va ici faire les choses vraiment de façon très pratique. Alors, quel était le calcul en cours quand vous avez pris les rênes de l'université de Cocody, le calcul des heures complémentaires? Bon, ils ont été, d'après eux-mêmes, hein, ils ont écrit, ils ont posté ça sur beaucoup de réseaux, ils ont été habitués à ce qu'ils disent, mais ce qui est faux d'ailleurs. Ils disent que les heures complémentaires, pour eux, ça se calcule de la manière suivante. Les heures qu'ils ont programmées par rapport à leurs devoirs d'enseignants, c'est avec ça qu'ils calculent les heures complémentaires. C'est-à-dire, quelqu'un, dans la programmation, on lui a donné 800 heures. Or, dans les 800 heures, il faut retirer les heures dues à l'État. Parce que chaque catégorie d'enseignants a des obligations horaires, de l'assistant, maître assistant qu'on appelle rang B, et au maître de conférence et au professeur qu'on appelle rang A. Donc quand vous faites des heures, et ça c'est sur la base de ce que vous avez fait effectivement, quand vous faites des heures, pour calculer vos heures complémentaires, on soustrait de ce que vous avez fait comme heure, de manière effective, ce que vous devez à l'État. C'est-à-dire 800 heures programmées pour vous, si vous devez 240 heures à l'État, vous faites 800 heures moins 240, ce qui donne 560. D'accord. Mais eux, ça c'est sur la base des heures effectuées. Mais ils sont habitués à quoi? Et qui veulent défendre jusqu'au séjour, ils disent, sur les 800 heures prévues, s'il n'a fait que 500 heures, mais comme il avait prévu, c'était prévu qu'il fasse 800 heures, donc ils veulent prendre 500 heures, moins 240 heures, et puis, non, 500 heures, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on doit normalement calculer, c'est comme ça. Mais comme on avait déjà programmé 800 heures... Mais comme on avait déjà programmé 800 heures, non, et ils restent collés à 800 heures, moins chose. Or, l'heure complémentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'heure effectuée en présentiel
moins l'obligation horaire, c'est-à-dire les heures que tu dois à l'État pour justifier le salaire qu'on te paye. D'accord. Alors, si c'est pour payer, si c'est pour payer des heures complémentaires calculées à partir des heures programmées et non des heures effectuées, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de venir à l'université pour faire cours et vous avez des heures complémentaires. Quand vous êtes venu, quand vous avez pris les rênes de l'université, je veux savoir quel est le calcul que vous avez mis en place et qui visiblement fâche ces enseignants-là. Alors, il y a deux choses. La première chose par rapport au calcul, il y a un décret de 76 et un autre décret de 77 qui définit, le décret 76 définit bien les obligations horaires par catégorie. Et le décret de 77 définit les tarifs horaires par enseignant, selon les grades. Donc, il faut d'abord appliquer cette disposition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, les dispositions ont été prises par mes prédécesseurs de contrôler les heures effectuées. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a eu, la dernière chose qui a été faite, c'était les cahiers. Bien. Ils ont dévoyé ça. Et de sorte que... Donc aujourd'hui, vous avez mis un nouveau système. Un nouveau système informatique. Ce système-là, décrivez-nous ce système-là. Comment il est, ce système? On a mis un système informatique en place. Lorsque vous allez faire cours, vous enregistrez vous-même vos enseignements. Si c'est faux, ça ne passera pas. Alors, et partout dans le monde où vous vous trouvez, pour faciliter les choses, vous avez 10 jours après avoir dispensé un cours pour l'enregistrer. Partout où vous vous trouvez dans le monde. Bien. Alors, professeur, vous venez de dire à l'instant que quand vous êtes arrivé, vous pensez qu'il faut respecter la norme. Donc, il faut mettre en application les décrets de 1977. Alors, vous convenez avec moi aussi que la situation économique a vraiment changé, a évolué. On ne peut pas continuer à pratiquer des calculs qui ne sont plus adaptés au contexte. Peut-être que les professeurs, c'est justifier ce qu'ils font. Mais je suis désolé, l'heure complémentaire, c'est ce que vous faites en plus de ce que vous devez. Si vous n'êtes pas d'accord avec un tarif qui a été fixé par l'État, par décret, mais vous n'êtes pas obligé de faire les heures complémentaires. Ce n'est pas une contrainte. Mais si on ne fait pas les heures complémentaires avec le nombre d'étudiants qui augmente chaque année, alors comment faire donc pour dispenser les cours aux étudiants? Autant le nombre d'étudiants augmente chaque année, autant il y a des sorties aussi. Des étudiants qui sortent, qui ont fini les études, et autant aussi l'État recrute chaque année des enseignants. Vous savez, l'État du Côte d'Ivoire, cette année par exemple, a donné des postes budgétaires pour 476 nouveaux enseignants. L'Université Félix Houphouët-Boigny en a pris 147. Si mes chiffres sont exacts, les derniers passés, il y a eu des choses de correction. Justement, vos chiffres... Alors, autant... Oui. Les étudiants, le nombre d'étudiants augmente, autant aussi le nombre d'enseignants augmente. Donc, peut-être que le ratio n'est pas vraiment équivalent. Il y a combien d'étudiants, il y a combien de professeurs? Aujourd'hui, nous en sommes à un ratio d'un enseignant pour 23 étudiants. Ah oui, en médecine, où il n'y a même pas d'aide complémentaire du tout, ce qu'on les paye là-bas, ce sont les encadrements. Mais le ratio là-bas, dans certaines spécificités, c'est 1 pour 10. Non, professeur, comment vous dites le ratio, c'est de un professeur pour 23 étudiants? Ça dit moins qu'il en donne une. Mais en même temps, les chiffres de la scolarité et les chiffres du ministère, ce qui concerne les enseignants et les étudiants, ces chiffres-là ne coïncident pas avec vos chiffres. Ah si? Ces chiffres-là coïncident. Expliquez-vous. Puisque quand on oriente les nouveaux bacheliers, on les oriente en général en fonction des besoins de l'université, en fonction des places disponibles. Et les enseignants, on recrute aussi les enseignants par rapport aux spécificités. Vous avez des domaines où on n'en a pas besoin encore, pour le moment. Il y en a d'autres où on en a besoin, on en a plus besoin. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand je dis 147, c'est pas... Vous avez des UFR où on va prendre seulement 10. Il y en a d'autres où on prend 20. Il y en a où on doit prendre 50. Ainsi de suite. C'est comme ça. D'accord. Professeur Abou Karamoko, alors, il y a une question qui revient, je vais dire, dans les conversations des Ivoiriens, même des étudiants que nous avons rencontrés. Ils disent, pourquoi les heures complémentaires posent tel problème sous votre gouvernance?
Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas sous ma gouvernance seulement que les aides complémentaires posent problème, c'est sous la gouvernance de tous les présidents qui m'ont précédé depuis des dizaines d'années. Mais le problème, c'est que ça s'accentue d'année en année. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, quand moi je devais prendre fonction, la dernière fois que mon prédécesseur a payé, les aides complémentaires, c'était autour de 7 milliards. Et je me suis servi justement de son expérience et des choses, des dispositions qu'elle avait prises pour pouvoir canaliser un tant soit peu cette question sempiternelle. J'ai dû donc prendre d'autres dispositions. C'est comme ça que j'en suis tombé à 3 milliards, autour de 3 milliards. Alors, de 7 milliards, vous êtes passé à 3 milliards. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? C'est que j'ai renforcé le contrôle avec l'expérience que mon prédécesseur avait mis en place. Je m'en suis servi pour prendre d'autres dispositions. Parce que je vous ai dit que c'est quelque chose qui existe depuis des années, des dizaines d'années. Donc, au fur et à mesure, il faut travailler. Parce que pendant qu'eux, ils travaillent pour accroître la fraude en leur faveur, mais il faut aussi que l'administrateur travaille pour canaliser. Non, professeur, vous ne pouvez pas ici dire que des enseignants-chercheurs travaillent à mettre en place un système de fraude quand même. C'est trop fort, s'il vous plaît. Je suis obligé de le dire. Pourquoi? Là, je vous le dis et vous pouvez vérifier. La Côte d'Ivoire, surtout l'université Félix Houphouët-Boigny, est la seule université au monde où les heures complémentaires atteignent ces niveaux. 2 exemples. Tout près de nous ici, Ouaga. Quand quelqu'un a eu 4 millions en heures complémentaires, ceux qui ont 4 millions en heures complémentaires, ça se compte au bout des doigts d'une seule main. Mais en même temps, on peut pas, ces réalités-là, les réalités de l'université de Ouagadougou ne sont pas les mêmes que les réalités de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est la plus grande université quand même de Côte d'Ivoire. D'accord, mais j'en viens. Je vous ai dit 2 exemples. L'autre exemple, c'est le Sénégal. Le Sénégal, pour les chiffres que je sais officiels, ce sont 12 000 étudiants à l'université Cheikh Anta Diop. 1300 enseignants, l'université Cheikh Anta Diop. Ils payent moins de 2 milliards par an en heures complémentaires. L'université Félix Houphouët-Boigny, 52 000 étudiants pour 2300 enseignants. Vous voyez, oui, mais je vous disais la différence? Que ce chiffre-là, vous dites 52 000 étudiants, mais ce chiffre-là ne colle pas avec ceux de la présidence, non, ceux de la scolarité de l'université et puis du ministère. Ça vient de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais donc pourquoi d'autres syndicats d'enseignants-chercheurs, notamment le CODEC, qui est le collectif des enseignants-chercheurs et chercheurs, soutiennent, voilà, ces syndicats-là soutiennent en fait l'action de la SENEC. Alors, à votre avis, pourquoi les enseignants-chercheurs soutiennent la SENEC dans cette crise? Oui, mais les enseignants qui soutiennent la SENEC, ce sont ceux qui veulent marcher avec l'esprit de la SENEC. Heureusement que ce ne sont pas tous les syndicats. Il y a le SINARES, il y a l'UNESU. Oui, mais on n'en sait pas encore grand-chose. Le CODEC, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Le CODEC n'est pas un syndicat officiel reconnu. Ils disent que c'est un collectif. Mais un collectif, il faut qu'il ait des droits légaux d'existence. Voilà. Et ce qu'ils disent. S'il vous plaît, un collectif peut avoir des droits légaux d'existence. Mais encore, il faut qu'il fasse les démarches pour cela. Et puis je vous dis, c'est que le CODEC est public souvent. Mais c'est du mensonge. Vous ne pouvez pas dire ça, s'il vous plaît. Et je leur ai dit toujours, avant d'écrire des choses, il faut venir rencontrer l'administration qui va vous donner des explications avec toutes les preuves à l'appui. Bien. Alors, professeur, nous allons évoluer un peu dans le petit débat. Alors, des enseignants-chercheurs blâmés et revoqués au terme d'un conseil de discipline tenu le vendredi dernier à l'université de Cocody. Alors, qu'est-ce qui motive ces sanctions? Bon, alors, il faut préciser les choses. Le lundi 17 décembre 2018, on était en réunion de direction de l'université, comité de direction. Quand, passé dans la salle, on était tellement occupés et préoccupés qu'on n'a pas su ce qui se passait dehors. Il s'est trouvé que des enseignants, 8 personnes, qui se réclament de la SENEC, sont venus à mon secrétariat, intimider, menacer la secrétaire
Et il y a un même des gens qui lui a demandé même de partir à la maison. Parce qu'il veut voir le président. Elle a dit, mais le président est en comité de direction. Avec donc tous les directeurs. Donc, attendez, quand ils vont finir, ils ont commencé à 10 h, ils vont finir bientôt, il reste peut-être dans une dizaine de minutes, ils vont finir la réunion. Donc, vous savez que le président, c'est la secrétaire qui parle, hein, et lui, il reçoit tout le monde, avec ou sans rendez-vous. Donc, attendez, peut-être 10 minutes au maximum, il va finir, il va vous prendre. Il dit non, il faut que je les reçoive, séance ténate. Alors, la secrétaire dit qu'elle ne peut pas venir me déranger à la réunion pour dire que la Sénèque, des anciens de la Sénèque viennent me voir. Bon, on faisait notre réunion sans chose. Et puis, à un moment donné, il y a l'un d'entre nous qui est sorti pour régler un problème à la secrétaire. C'est là il les a rencontrés, il était nez à nez avec eux, et menaçant. Et il a dit, mais je vais voir le président pour lui dire qu'il y a un problème ici. Il est venu nous expliquer. Le secrétaire général de l'université est sorti pour les rencontrer, pour leur demander, mais quel est votre problème? Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Il dit non, oui, que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Donc, il a demandé, mais quel est le problème? Oui. Il dit non, qu'ils n'ont pas affaire au secrétaire général, que c'est au président qu'ils ont affaire. Bien. Bon, j'arrive, je finis vite. Oui. Et donc, de sorte que ils n'ont pas voulu échanger avec le secrétaire général. Lui, il est venu nous dire. Donc, finalement? J'ai fini ma réunion. Mais en temps, ils avaient fermé déjà. Mais, professeur, on va vraiment poser le problème ici. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez demandé aux étudiants de bastonner des enseignants dans une vidéo qui a circulé sur la toile, et comme on l'entend par-ci, par-là? Oui, mais en le disant, d'abord, il faut situer les choses dans leur contexte. Des enseignants du supérieur qui sont supposés être des grands maîtres, des grands théoriciens. Comment des enseignants du supérieur, parce que leur syndicat est en grève, ils se lèvent, ils vont molester leurs collègues qui ne suivent pas le mot d'ordre de grève, ils vont dans les amphithéâtres, dans les salles où des étudiants sont en composition, les brutaliser, les foutre dehors, les mettre, et puis après, j'arrive, et puis après, déchirer les copies des examens des étudiants. Mais cela ne peut pas justifier que vous appeliez les étudiants à bastonner leurs enseignants. Mais heureusement, personne n'a bastonné l'un d'entre eux. Mais c'est une question de légitime défense. Les étudiants, c'est leur vie. Ils sont en examen. L'inspiration des uns et des autres, c'est différent. L'individu, il a eu une bonne inspiration à un moment donné. Il a écrit de bonnes choses. Vous venez, vous le chassez pour rien, et puis vous déchirez ses copies. Pour conclure rapidement, la Sénèque tendance Johnson Kwasi Zamina demande votre départ de la présidente de l'université. Votre commentaire? Mais heureusement que ce n'est pas eux qui m'ont nommé là. Et puis de toute façon, j'ai dit, une démission est une question morale. C'est-à-dire quand on vous reproche un fait qui atteint votre morale, on n'a pas besoin de vous demander de démissionner. Vous-même là, si vous avez une dignité, vous allez le faire. Mais on me demande ma démission parce que je suis en train de mettre de l'ordre. Et je vais mettre cet ordre-là. Quel que soit ce que cela va m'coûter. Alors, cet ordre-là, vous allez le mettre, mais en même temps, il y a une question qui est très cruciale, qui demeure pendante dans cette université-là. L'année 2017-2018 n'est pas achevée dans toutes les facultés. 2018-2019 va débuter maintenant. Alors, comment pouvez-vous expliquer ces retards dans les années académiques si vous devez mettre de l'ordre? Mais justement, ça, c'est une habitude de ces syndicats. Parce que l'université Félix-Houphouët-Boigny... Moi, je vous pose la question. Oui, je réponds. L'université Félix-Houphouët-Boigny, qui est une université respectée sur le plan international, au niveau même du Cameroun où il y a 19 pays, n'est pas au classement. Oui. Alors, il n'est pas au classement, pourquoi? Il y a deux choses qu'on nous a reprochées. La principale qui vous intéresse ici, c'est qu'on note une université selon le temps mis pour former les étudiants. D'accord. Ils font plus de grève que d'enseignement. Ok, professeur, vous n'avez pas répondu à la question. Peut-être que dans d'autres circonstances, on aura le temps d'en parler plus amplement. Alors, merci, professeur Aboukara Moko, d'être venu à Instant Vérité expliquer votre position au regard de la crise à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Vous êtes le président de cette université. Alors, c'est donc la fin de Instant Vérité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.